Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui veulent devenir propriétaires, le crédit immobilier. On va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir, les différents types de taux et de crédit, les critères des banques, le remboursement, l'assurance emprunteur, la capacité d'emprunt, bref, tout ce qu'il faut savoir avant d'emprunter et bien sûr les pièges à éviter. Installez-vous bien confortablement, c'est parti. Déjà, qu'est-ce qu'un crédit immobilier ? Un crédit immobilier ou un prêt immobilier, c'est tout simplement un emprunt accordé par une banque ou un organisme de crédit pour financer l'achat d'un logement neuf ou ancien. Ça peut être une maison, un appartement, voire un immeuble. Il peut aussi servir à acheter un terrain pour construire ou même des parts de SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier. Dans la majorité des cas, ce crédit est utilisé pour financer l'achat de sa résidence principale, mais il peut être aussi souscrit pour une résidence secondaire ou un investissement locatif. Un emprunt immobilier s'accompagne toujours d'un taux d'intérêt, d'une durée de remboursement et de mensualités à honorer chaque mois. Il est aussi assorti d'une assurance emprunteur et d'une garantie qui protège la banque en cas de défaillance de paiement. L'une des premières questions à se poser lorsqu'on fait un prêt immobilier, c'est de savoir s'il vaut mieux opter pour un taux fixe ou un taux variable. Car le choix du taux a un impact direct sur le coût total du crédit, la gestion de budget de l'emprunteur et de sa capacité à anticiper ses mensualités. On va tout de suite voir ensemble les différences. Donc d'un côté, on a le prêt à taux fixe. Aujourd'hui, la très grande majorité des prêts immobiliers sont à taux fixe, ce qui signifie que le taux d'intérêt est déterminé dès le départ et ne bougera pas jusqu'à la fin du remboursement. L'avantage, c'est que vous savez exactement ce que vous allez payer chaque mois et combien va vous coûter le crédit au total. Vous êtes donc à l'abri d'une hausse des taux d'intérêt, ce qui est rassurant. Certaines banques proposent des échéances modulables, ce qui signifie que même si le taux est fixe, vous pouvez augmenter ou diminuer vos mensualités en fonction de votre situation financière. C'est une bonne option pour adapter votre crédit en cas d'imprévu, comme par exemple un changement de situation financière, une hausse de revenus ou des difficultés temporaires. Ensuite, le prêt à taux variable. Avec un taux variable, votre taux d'intérêt peut fluctuer en fonction de l'indice de référence, souvent l'Euribor. Concrètement, si les taux d'intérêt augmentent, votre crédit vous coûtera plus cher. Et à l'inverse, si les taux baissent, vous payerez moins d'intérêt. Pour limiter le risque, certaines banques proposent un taux variable capé, ce qui signifie que les variations du taux sont plafonnées à une certaine limite. Par exemple, si vous avez un taux capé à 1%, ça signifie que votre taux ne pourra pas augmenter de plus de 1% même si le marché grimpe davantage. Le taux variable peut être intéressant en période de taux très bas, mais risqué si les taux remontent fortement. Après, honnêtement, je crois qu'en France, il y a seulement 1% des prêts qui sont à taux variable. On fonctionne très peu comme ça, contrairement à d'autres pays où là, c'est plutôt la norme. Et en raison de la faiblesse des taux d'intérêt ces dernières années, la majorité des emprunteurs et des banques privilégient les prêts à taux fixe. Ensuite, puisqu'on parle de taux et avant de parler des différents types de crédits immobiliers, il y a quelques notions qu'il est important de bien comprendre et de bien distinguer, notamment le taux annuel effectif global, le TAEG, qui correspond au coût total du crédit et le taux d'usure. Le taux annuel effectif global est un indicateur fondamental dans toute offre de prêt. Il permet de connaître le coût total du crédit et de comparer les offres entre elles en toute transparence. Depuis 2016, le TAEG a remplacé le TEG, le taux effectif global, et inclut désormais plusieurs éléments. Le taux nominal du prêt, qui est le taux d'intérêt appliqué au capital emprunté, les frais de dossier facturés par la banque, les frais des intermédiaires financiers comme un courtier par exemple, et le taux de l'assurance emprunteur obligatoire dans la plupart des cas. Le TAEG joue également un rôle clé pour vérifier que l'offre de prêt respecte le taux d'usure, c'est-à-dire le plafond au-delà duquel le crédit est jugé trop coûteux, donc illégal. Ce qui m'amène directement au taux d'usure qui lui correspond donc au taux maximal qu'une banque peut appliquer sur un crédit immobilier. Il est défini chaque trimestre par la Banque de France et publié au journal officiel. Un crédit est jugé usuraire si son TAEG dépasse de plus d'un tiers le taux effectif moyen pratiqué par les banques pour des prêts similaires. Par exemple, si le taux moyen pour un prêt immobilier est de 4%, le taux d'usure pourrait être fixé autour de 5,33%. Si une banque propose un crédit avec un TAEG de 5,5%, elle ne pourra légalement pas l'accorder. Dans un contexte de taux historiquement bas, le taux d'usure peut poser problème à certains emprunteurs. En effet, les banques doivent inclure dans le TAEG
tous les frais annexes, notamment l'assurance emprunteur. Résultat, certains dossiers solides peuvent être refusés simplement parce que le TAEG dépasse le taux d'usure, même si l'emprunteur est solvable. Ensuite, quels sont les différents types de crédits immobiliers ? Le marché du crédit immobilier propose une grande variété de prêts, chacun conçu pour répondre à des besoins spécifiques. Certains sont adaptés pour les primo-accédants, d'autres aux investisseurs et certains sont même aidés par l'État pour faciliter l'accès à la propriété. On va voir ensemble les différentes options qui s'offrent à vous. Déjà, le crédit classique ou le prêt amortissable, c'est le prêt immobilier le plus courant, celui que la majorité des emprunteurs souscrivent. Il fonctionne selon un principe simple, vous remboursez chaque mois une mensualité qui comprend une part d'intérêt et une part de capital. La durée varie généralement entre 5 et 25 ans, voire plus selon les établissements bancaires. Il est souvent à taux fixe, ce qui signifie que le montant des mensualités reste identique tout au long du prêt. Ce type de prêt est accessible à tous les profils d'emprunteurs, indépendamment de leurs revenus ou de leur statut professionnel. Contrairement au prêt aidé qu'on verra un peu plus tard, il ne dépend pas de conditions de ressources. Ensuite, le crédit in fine, plutôt pour les investisseurs avertis. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, contrairement au prêt amortissable, le crédit in fine ne fonctionne pas sur un remboursement progressif du capital. Pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur ne paye que les intérêts. Le capital est emprunté et remboursé en une seule fois à la fin du prêt. Ce type de prêt est particulièrement intéressant pour les investisseurs locatifs car les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers, ce qui permet de réduire l'impôt. Il est souvent utilisé dans des stratégies d'optimisation fiscale. En revanche, son coût est plus élevé car les taux d'intérêt sont plus importants que ceux d'un prêt amortissable classique. Ensuite, le prêt relais qui lui permet d'acheter avant de vendre. Vous êtes propriétaire d'un bien et vous souhaitez en acheter un autre avant d'avoir vendu votre logement actuel pour ne pas vous retrouver dehors par exemple si vous vendez d'abord mais que vous n'avez pas encore trouvé, et c'est là qu'intervient le prêt relais. La banque avance une partie de la valeur de votre bien actuel entre généralement 50 et 80% selon les établissements et pendant la durée de prêt qui varie entre 12 et 24 mois, vous ne remboursez que les intérêts. Une fois votre ancien logement vendu, vous remboursez le capital en une seule fois. Ce prêt permet d'éviter de rater une opportunité, mais il faut être sûr de réussir à vendre son bien rapidement pour éviter d'avoir à payer deux crédits en parallèle ou d'allonger la durée du prêt relais qui peut coûter cher. Ensuite, le prêt à taux zéro, le PTZ, pour donner un coup de pouce aux primo-accédants. Le PTZ, le prêt à taux zéro, est un prêt aidé par l'État destiné aux personnes qui achètent leur première résidence principale. Il n'y a pas de condition de taux d'intérêt, c'est l'État qui prend en charge les intérêts. Sous condition de ressources par contre, seuls les ménages qui ne dépassent pas un certain revenu peuvent en bénéficier. Il ne peut pas financer 100% de l'achat, il doit être complété par un autre prêt immobilier à hauteur d'au moins 50%. Le PTZ est une aide précieuse pour réduire le coût total d'un crédit immobilier à condition de respecter certains critères d'éligibilité. Contrairement au PTZ, le prêt conventionné peut être accordé sans condition de ressources et il a plusieurs avantages. Il peut être cumulé avec certains prêts aidés comme le PTZ ou le prêt Action Logement. Le taux est plafonné, ça signifie que la banque ne peut pas appliquer n'importe quel taux, ce qui sécurise l'emprunteur, mais en revanche, il ne peut pas être complété par un prêt amortissable classique, ce qui limite un peu sa flexibilité. Ensuite, le prêt à l'accession sociale, le prêt PASS pour les ménages modestes. Le prêt PASS fonctionne comme un prêt conventionné, mais avec une différence. Il est réservé aux ménages aux revenus modestes. Il peut financer l'achat ou la construction d'une résidence principale. L'éligibilité dépend des plafonds de revenus qui varient en fonction du nombre d'occupants et de la zone géographique du bien, par exemple zone A, zone B1, B2, C, etc. Vous pouvez vous renseigner et trouver toutes ces informations sur Internet. Il peut être intéressant pour ceux qui veulent acheter leur premier logement avec un taux avantageux et une possibilité de cumul avec le PTZ. Et enfin, le crédit multipalier, un prêt optimisé pour le cumul de financement. Si votre achat immobilier repose sur plusieurs prêts différents, comme un prêt classique, plus un prêt à taux zéro, plus un prêt Action Logement, les mensualités peuvent varier d'un prêt à l'autre, ce qui complique un peu la gestion de votre budget. Le crédit multipalier permet de lisser les remboursements pour que vous n'ayez qu'une seule mensualité constante, même si les durées des prêts sont différentes. Ça permet une meilleure visibilité sur votre taux d'endettement et ça simplifie surtout la gestion de votre budget. Le choix d'un crédit immobilier
budget dépend de votre projet, de votre situation financière et de vos objectifs à long terme. Avant de vous engager, comparez les offres et négociez avec votre banque. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et tiens d'ailleurs, pendant que j'y suis, pensez aussi à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si c'est pas déjà fait. Maintenant, comment se passe le remboursement du crédit immobilier ? Une fois le crédit accordé et les fonds débloqués, vient la phase de remboursement. Et là, il faut bien comprendre comment se compose chaque mensualité. Comprendre la notion de capital et la notion d'intérêt du crédit immobilier. Chaque mois, lorsque vous remboursez votre emprunt, vous payez en réalité deux choses. La première, c'est les intérêts qui sont calculés sur le capital restant dû, c'est-à-dire la somme que vous devez encore à la banque. En début de prêt, la part d'intérêt est plus importante et au fil du temps, elle diminue. Et la seconde, c'est l'amortissement du capital. Il s'agit tout simplement de la somme que vous remboursez réellement sur le montant emprunté. Au fur et à mesure des remboursements, cette part devient plus importante. Au début du crédit, la majorité de votre mensualité sert donc à payer les intérêts et vers la fin du prêt, presque toute la mensualité est consacrée au remboursement du capital. Un autre élément s'ajoute aux mensualités, c'est l'assurance emprunteur. Cette assurance en cas de décès ou d'invalidité est obligatoire. Pas réellement, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et vous protège et protège la banque aussi en cas de décès ou d'invalidité de l'emprunteur. Elle peut être calculée soit sur le montant total emprunté, soit sur le capital restant dû, ce qui peut faire varier son coût au fil des années. Il existe aussi plusieurs façons de rembourser son prêt immobilier et il est important de bien comprendre les différences avant de s'engager. Le premier mode de remboursement, c'est celui par échéance constante. C'est le mode de remboursement le plus courant. Vous remboursez la même somme chaque mois selon un calendrier défini avec la banque. C'est simple et prévisible, ce qui facilite la gestion de votre budget. Vous avez aussi le remboursement par échéance modulable. Dans certains contrats, vous pouvez modifier le montant de vos mensualités à la hausse ou à la baisse selon votre situation financière, ce qui peut être utile en cas d'augmentation de revenus ou au contraire en cas de difficulté passagère. J'en parlais un peu plus tôt également, vous avez aussi le prêt in fine. Ce type de prêt fonctionne différemment. Comme je l'expliquais, vous remboursez que les intérêts pendant toute la durée du prêt et vous remboursez la totalité du capital en une seule fois à la fin. Ce type de prêt est généralement utilisé par les investisseurs qui veulent optimiser leur fiscalité, par exemple en profitant des revenus locatifs pour épargner ou investir et rembourser le capital à la fin. Vous avez également le différé d'amortissement et là, pendant une première période, vous ne remboursez que les intérêts, puis vous commencez à rembourser le capital à une date ultérieure. Vous pouvez même aussi différer le remboursement des intérêts, mais pour moi, c'est pas vraiment avantageux, sinon vous allez payer des intérêts supplémentaires sur des intérêts, bref. On retrouve ce mécanisme dans certains prêts relais ou prêts étudiants où l'idée est d'alléger les mensualités au début, ou quand vous achetez un bien immobilier avec travaux et que vous ne voulez pas commencer à rembourser le capital tout de suite, ou encore pour les achats en VFA en vantant l'état futur d'achèvement ou si vous faites construire avec les intérêts intercalaires. Là, les choses sont différentes. La banque débloque les fonds progressivement et au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Pendant cette période, vous ne remboursez pas encore le capital, mais uniquement des intérêts intercalaires. Et une fois la construction terminée et le dernier versement effectué, le remboursement du capital commence réellement. Les intérêts intercalaires représentent donc un coût supplémentaire qu'il faut bien anticiper avant de se lancer dans ce type de projet. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur l'immobilier neuf et la VFA. Si ça vous intéresse, allez y jeter un œil. Et enfin, le remboursement anticipé. Vous avez une rentrée d'argent et vous souhaitez solder tout ou partie de votre crédit avant la fin prévue, c'est possible, mais la banque peut appliquer des frais de remboursement anticipés si vous ne les avez pas négociés dans vos offres de prêt. Ces frais sont plafonnés, ils ne peuvent pas excéder 6 mois d'intérêt sur le capital remboursé et ils ne doivent jamais dépasser 3% du capital restant dû. Mais attention, certaines situations permettent d'être exonérées de ces pénalités. C'est le cas si le remboursement anticipé est motivé par un changement de lieu de travail, une cessation d'activité professionnelle ou un décès de l'emprunteur ou de son conjoint, pour tous les prêts conclus après 99, je crois. Maintenant, est-ce qu'on peut renégocier un crédit immobilier et est-ce qu'il est possible de le faire racheter par une autre banque? Quand les taux d'intérêt baissent, beaucoup d'emprunteurs se posent la question, est-ce qu'il vaut le coup de renégocier son prêt ou de le faire racheter
racheté par une autre banque. Si votre taux actuel est élevé par rapport au taux actuel du marché, vous pouvez demander à votre banque de revoir les conditions de votre prêt. Ça peut vous permettre de réduire le montant de vos mensualités ou de raccourcir la durée du prêt, ce qui permet de payer moins d'intérêt. Mais attention, une renégociation n'est pas automatique, la banque peut accepter ou refuser et même si elle accepte, elle peut facturer des frais de dossier. Il est donc important de bien faire ses calculs pour voir si l'opération est vraiment avantageuse. Si votre banque refuse de renégocier votre prêt ou si une autre banque vous propose un meilleur taux, vous pouvez envisager un rachat de crédit. Dans ce cas, une nouvelle banque rachète votre crédit et vous propose un nouveau prêt avec des conditions plus avantageuses. Mais attention, changer de banque entraîne des frais supplémentaires, comme des pénalités de remboursement anticipé sur votre ancien prêt, des frais de mainlevée d'hypothèque si votre prêt était garanti par une hypothèque, et éventuellement des frais de dossier pour le nouveau crédit. Donc avant de vous lancer dans un rachat de crédit, je vous recommande de bien comparer les économies potentielles avec les coûts engendrés par l'opération. Maintenant, comment évaluer sa capacité d'emprunt ? Avant de se lancer dans un projet immobilier, il est aussi évidemment primordial d'évaluer sa capacité d'emprunt. C'est ce qui va permettre à l'emprunteur de déterminer combien il peut réellement emprunter et sous quelles conditions. Et ça passe par la construction d'un plan de financement qui prend en compte les revenus, les salaires, les primes, les revenus locatifs, les pensions, etc., l'épargne mobilisable comme les livrets A, les PEL, l'assurance vie ou autres, les charges fixes, les autres crédits en cours, les charges familiales, les impôts, etc. et le prix du bien convoité avec les frais de notaire, de garantie de dossier et éventuellement les travaux. Pour affiner cette analyse, il est possible d'utiliser des simulateurs de capacité d'emprunt en ligne comme Meilleur Taux par exemple. Ces outils permettent de visualiser l'impact et la durée du prêt sur les mensualités et d'évaluer différents scénarios. Et si vous voulez une simulation bien précise aux petits oignons, contactez-moi et je vous mettrai en relation avec les bonnes personnes. Un élément que la banque va regarder de près, c'est le taux d'endettement qui ne doit pas dépasser 35% des revenus mensuels. Cette règle imposée par le Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF, vise tout simplement à éviter un surendettement des emprunteurs. Exemple simple, si tu gagnes 3 000 € par mois, tu peux rembourser jusqu'à 1 050 € par mois maximum, environ un tiers de tes revenus. Tiens d'ailleurs, je vais te faire une simulation en direct, on va ouvrir l'application Meilleur Taux et voir ce que ça donne. On est en avril 2025 à l'heure où je tourne cette vidéo, donc à actualiser bien évidemment si vous regardez cette vidéo plus tard. Il vous suffit donc d'ouvrir l'application Meilleur Taux ou d'aller sur le site internet directement. Vous allez sur les simulateurs, vous en avez plusieurs, on va en faire 2 par exemple. Vous pouvez par exemple soit calculer votre capacité d'emprunt en fonction de vos revenus. Maintenant, on peut aussi calculer sa mensualité en fonction de son emprunt. Si par exemple, vous voulez emprunter, je sais pas moi, 450 000 € pour acheter une maison, vous allez rembourser sur 15 ans 3 300 €, sur 20 ans 2 700 € et sur 25 ans 2 388 € environ. Ou autrement, si vous connaissez votre mensualité maximum, donc un tiers de vos revenus, pas compliqué, hein, si vous gagnez, on l'a vu, 3 000 € par mois, vous pouvez aller jusqu'à environ 1 000 € de remboursement. Là, vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous mettez votre capacité de remboursement maximum, 1 000 € par mois, et vous avez un curseur pour la durée. Donc sur 15 ans, vous allez pouvoir emprunter 135 000, sur 20 ans 165 000 et sur 25 ans 188 000 pour 1 000 € de remboursement par mois, donc environ 3 000 € de salaire. Si vous êtes à 2 que vous avez 6 000, vous doublez tout simplement, quoi. Après, sur leur simulateur, généralement, le taux d'assurance est un peu élevé, surtout que là, on a indiqué 25 ans. Donc effectivement, ça va dépendre de l'âge et éventuellement de la santé. Mais pour une personne de moins de 30 ans, par exemple, vous allez être en dessous des 0,2 largement, normalement. Ce qui veut dire que là, la mensualité, vous voyez, on est passé de 188, je crois, à 193 000 de capacité d'emprunt. Voilà pour la partie simulation. Vous pouvez aussi trouver d'autres simulateurs comme CAFPI ou Boursobank ou n'importe quelle banque en ligne ou courtier. Voilà, c'était une petite démo d'un simulateur, vous en avez d'autres comme je le disais. Revenons-en à la vidéo. Autre critère fondamental, le reste à vivre, c'est-à-dire la somme qu'il reste une fois
toutes les charges fixes déduites. Plus il est élevé, plus la banque sera rassurée sur la capacité de l'emprunteur à faire face à ses mensualités. C'est-à-dire que, comme on vient de le voir, quelqu'un qui gagne 3 000 € par mois et qui rembourse 1 000 €, il lui reste donc 2 000 € de mensualité, mais pour la même personne qui va gagner 10 000 € par mois et qui va rembourser 3 000 € par mois, son reste à vivre sera beaucoup plus important. Il lui restera 7 000 € pour vivre, ce qui est a priori largement suffisant. Et enfin, l'apport personnel joue également un rôle important dans l'obtention du prêt. L'apport personnel, c'est la somme que l'emprunteur investit dans son projet immobilier sans l'avoir emprunté. Les banques demandent généralement un apport minimum de 10% du prix du bien, principalement pour couvrir les frais annexes comme les frais de notaire, de garantie et les frais de dossier. Si l'emprunteur est capable d'apporter plus de 10%, il augmente ses chances d'obtenir des conditions de prêt plus avantageuses, notamment un taux d'intérêt plus bas et une meilleure négociation des frais de dossier. Les frais de notaire également sont obligatoires et viennent s'ajouter au prix d'achat du bien immobilier. Ils se composent de plusieurs éléments: les taxes et droits d'enregistrement reversés à l'État et aux collectivités locales, les débours qui couvrent les frais administratifs liés à l'acte de vente et les honoraires du notaire qui représentent une fraction du total. Le montant des frais de notaire dépend du type de bien acheté. Dans l'ancien, il représente entre 7 et 8% du prix du bien et dans le neuf, ils sont plus faibles, on est sur environ 3% du prix du bien. Moi, je vous recommande d'apporter au moins les frais de notaire déjà. La durée d'un crédit immobilier aussi joue un rôle dans le calcul des mensualités et le coût total du crédit. Sur un prêt court d'environ 10 à 15 ans, on a des mensualités élevées mais un coût total du crédit réduit. Et sur un prêt long, on va dire entre 20 et 25 ans, les mensualités sont plus faibles, mais le coût du total du crédit est plus important. En moyenne, la durée d'un crédit immobilier est d'environ 20 ans, je crois, mais en pratique, beaucoup d'emprunteurs le remboursent avant son terme, notamment grâce à une revente du bien qui permet de solder le prêt. Ou un remboursement anticipé en cas d'héritage par exemple, ou d'augmentation de revenus. Bon, il faut quand même avoir une belle augmentation. Vous avez déjà sûrement entendu dans d'autres vidéos que vous pouvez emprunter sans apport et même sans mettre 1 € de votre poche, etc. Alors oui, obtenir un prêt immobilier sans apport personnel, aussi appelé emprunt à 110%, est plus rare mais possible. Ce type d'emprunt concerne généralement les jeunes actifs qui n'ont pas encore eu le temps d'épargner mais qui ont un fort potentiel d'évolution salariale, et les investisseurs locatifs dont les revenus futurs issus des loyers peuvent rassurer la banque. Toutefois, la plupart des banques exigent un apport d'au moins 10% pour limiter leurs risques. Un emprunteur sans apport devra donc justifier d'une excellente stabilité financière et d'un bon niveau de revenus pour convaincre sa banque. Maintenant, quand on souscrit un crédit immobilier, il est quasiment impossible d'y échapper, il faut prendre une assurance emprunteur. Et c'est pas pour rien. Cette assurance, elle protège à la fois la banque et vous. En cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail, c'est elle qui prend le relais pour rembourser tout ou partie du prêt. Autrement dit, vos proches ne se retrouvent pas à devoir payer à votre place. Mais voilà, même si elle est indispensable, l'assurance emprunteur peut coûter cher, parfois presque autant que les intérêts du crédit. Surtout depuis que les taux sont bas. Et c'est pour ça que plusieurs lois ont été mises en place pour permettre aux emprunteurs de changer d'assurance et de faire jouer la concurrence. La première, c'est la loi Lagarde en 2010 qui vous donne le droit de choisir une assurance externe dès la souscription du prêt. Mais dans la réalité, les banques ont parfois ralenti les dossiers ou refusé les assurances concurrentes. Ensuite, en 2014, la loi Hamon permet de changer d'assurance dans l'année qui suit la signature du crédit à condition que les garanties soient équivalentes. Là encore, certaines banques ont trouvé des moyens de compliquer les choses. Puis arrive l'amendement Bourquin en 2017, lui, il autorise le changement d'assurance chaque année à la date anniversaire. Mais attention, toutes les banques ne prennent pas en compte la même date anniversaire, ce qui peut vite devenir un casse-tête. Et enfin, en 2022, la loi Lemoine a marqué un vrai tournant car elle permet de résilier leur assurance emprunteur à tout moment sans attendre la date anniversaire. C'est une avancée majeure parce qu'on peut maintenant changer d'assurance dès qu'on trouve une meilleure offre sans contrainte de calendrier. Aujourd'hui, vous avez donc une liberté totale pour choisir et changer d'assurance, que ce soit dès la souscription, pendant la première année ou même à tout moment ensuite grâce à la loi Lemoine. Si vous empruntez à deux, la question de la répartition se pose aussi.
Le capital, lui, doit être couvert à 100%, mais vous pouvez répartir cette couverture comme vous voulez. 50-50, 70-30 ou même 100-100. Dans ce dernier cas, si l'un des deux décède, le prêt est totalement remboursé, l'autre n'a plus rien à payer. C'est plus rassurant, mais forcément ça coûte plus cher. Et côté garantie, voilà ce que couvre votre contrat d'assurance emprunteur. Le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie, l'invalidité permanente totale ou partielle, l'incapacité temporaire de travail et parfois même la perte d'emploi, même si cette dernière garantie est souvent coûteuse et limitée. Dernier conseil, faites attention aux exclusions de garantie. Certaines professions ou certaines pathologies ne sont pas toujours couvertes, donc avant de signer, lisez bien les conditions générales du contrat. En résumé, l'assurance emprunteur est indispensable, mais c'est aussi un levier d'économie. Comparez les offres et négociez et utilisez la loi à votre avantage parce qu'un bon crédit, c'est aussi un crédit bien assuré. Quand vous faites un crédit immobilier, il y a un élément à ne pas oublier dans le calcul global de votre financement, c'est les frais de dossier. Ces frais sont systématiquement appliqués par les banques et aussi par les courtiers où on parle également d'honoraires. Ils servent à couvrir l'analyse de votre situation, l'étude de votre solvabilité et plus globalement le montage administratif de votre prêt. Et pour les courtiers, leur prestation complète de recherche, négociation et optimisation. D'ailleurs, généralement, quand vous passez par un courtier, vous ne payez pas ces frais en double. Vous payerez uniquement ceux du courtier car lui aura négocié les frais de dossier avec la banque. Alors à combien ça s'élève? En général, on parle d'un montant fixe entre 500 et 1500 €, mais certaines banques préfèrent appliquer un pourcentage du montant emprunté, souvent entre 0,5 et 1%. Par exemple, pour un crédit de 200 000 €, si les frais sont fixés à 1%, ça représente donc 2 000 € de frais de dossier. C'est pas rien, donc ça mérite aussi d'être anticipé. Autre point important, vous ne payez ces frais que si le prêt est accepté et signé. Si la banque refuse votre demande, aucun frais ne peut vous être facturé. Normal. Mais surtout, sachez qu'il est parfois possible de négocier ces frais. Si vous avez un bon profil, un bon apport ou si vous êtes un client fidèle, vous êtes en position de force pour demander une réduction, voire pourquoi pas une exonération. Quand une banque vous accorde un crédit immobilier, elle ne prend pas ce risque à la légère. Elle exige une garantie, autrement dit un moyen de se protéger si jamais vous ne remboursez pas votre prêt. Et là, plusieurs options sont possibles. Vous avez le cautionnement, l'hypothèque, le privilège de prêteur de deniers ou encore le nantissement. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Commençons par le cautionnement. Le cautionnement, c'est une garantie qui ne repose pas sur votre bien immobilier, mais sur un organisme spécialisé. Concrètement, vous versez une contribution à une société de cautionnement qui se porte garante auprès de la banque. Et si jamais vous ne pouvez plus rembourser, c'est elle qui paye à votre place, avant de se retourner vers vous pour récupérer la somme. L'avantage, c'est que c'est moins cher qu'une hypothèque, on est entre 1 et 2% du montant emprunté, et en plus, certaines sociétés vous remboursent une partie de la somme à la fin du prêt si tout s'est bien passé. Pas besoin d'acte notarié, la procédure est plus rapide et moins lourde. Mais tout le monde ne peut pas en bénéficier. Si votre profil est jugé trop risqué ou que le montant est trop élevé, la société de caution peut refuser. Deuxième option, l'hypothèque. C'est une garantie plus traditionnelle, là c'est la banque qui prend un droit sur votre bien immobilier. Si vous ne remboursez pas, elle peut saisir et revendre votre bien pour récupérer ce qu'elle vous a prêté. C'est souvent utilisé quand on ne peut pas avoir de caution, c'est donc la banque elle-même qui décide de porter le risque. Mais l'hypothèque, ça a un coût, il faut payer la taxe de publicité foncière, les frais d'enregistrement, les honoraires du notaire, bref, ça peut monter à environ 2% du montant du prêt. Et si vous vendez votre bien avant la fin du crédit, il faudra aussi payer des frais de mainlevée d'hypothèque. Troisième option, le privilège de prêteur de deniers ou PPD. C'est une garantie moins chère que l'hypothèque, mais qui ne fonctionne que pour des biens déjà construits. Pas de taxe de publicité foncière, donc des frais d'environ 30% moins élevés. La banque garde tout de même un droit prioritaire en cas de non-remboursement. Mais si vous achetez sur plan ou un terrain à construire, vous ne pourrez pas y avoir recours, faut passer par l'hypothèque. Dernière option, le nantissement. Ici, la garantie ne porte ni sur le bien, ni sur une caution, mais sur un placement financier. C'est souvent utilisé d'ailleurs pour les crédits in fine.
Vous ne remboursez que les intérêts pendant la durée du prêt et le capital en une seule fois à la fin. Et en parallèle, vous placez de l'argent sur une assurance vie ou un support financier et la banque est désignée comme bénéficiaire. Et à l'échéance, cette épargne sert à rembourser le capital. C'est idéal pour les investisseurs ou les emprunteurs qui ont déjà un capital important. Mais attention, si le support est risqué et que sa valeur baisse, vous pourriez ne pas avoir assez pour solder le prêt. En résumé, le choix de la garantie dépend vraiment de votre profil d'investisseur et de votre projet, mais le plus courant reste quand même la garantie. Et enfin, auprès de qui souscrire un crédit immobilier. Quand on fait un prêt immobilier, il y a plusieurs options. On peut passer par sa banque habituelle, choisir une banque en ligne ou encore faire appel à un courtier spécialisé pour trouver les meilleures conditions de financement. Et selon votre profil de revenu ou la complexité de votre projet, le bon interlocuteur peut vraiment faire la différence. Commençons par les banques classiques. C'est souvent le premier réflexe. Allez voir sa propre banque et c'est logique. Elle connaît déjà votre situation financière, vos revenus et votre gestion au quotidien. Du coup, ça peut simplifier le montage du dossier et accélérer la réponse. Attention, ne vous limitez pas à une seule offre, il est tout à fait possible et même recommandé de solliciter d'autres établissements. Vous pourriez obtenir un meilleur taux, des conditions plus souples ou des frais réduits. Les banques classiques ont aussi un avantage, elles proposent une large gamme de prêts. Des prêts amortissables classiques, bien sûr, mais aussi des prêts aidés comme le prêt à taux zéro, le prêt Action Logement ou encore le prêt Pass. Et elles peuvent même combiner plusieurs types de prêts pour optimiser vos mensualités. Mon conseil, négociez. Le taux d'intérêt, les frais de dossier et l'assurance, tout se discute. Deuxième option, les banques en ligne. On peut dire qu'elles ont gagné du terrain ces dernières années en proposant des taux ultra compétitifs et des démarches 100% dématérialisées. Là, gros gain de temps, vous pouvez faire vos simulations directement sur leur site, déposer le dossier sans bouger de chez vous et en général, les délais de réponse sont assez rapides. Pour vous dire, j'ai déjà obtenu des offres de prêt en 72 heures avec une banque en ligne. Je parle pas d'un simple accord de prêt ou quoi, mais bien des offres de prêt. En revanche, ces banques s'adressent surtout aux emprunteurs qui cherchent un prêt simple sans montage complexe. Elles ne permettent pas, par exemple, de cumuler un prêt amortissable avec un PTZ. Enfin, pas à ma connaissance, mais ça a peut-être changé, dites-le moi si jamais c'est le cas. En clair, c'est l'idéal si vous avez un dossier classique, que vous êtes autonome et que vous cherchez un taux bas sans avoir besoin de conseils personnalisés. Troisième possibilité, passer par un courtier. Le courtier, c'est un peu le comparateur humain. Il ne représente pas une banque en particulier, mais met en concurrence plusieurs établissements pour trouver l'offre la plus avantageuse. Premier avantage, vous gagnez du temps, pas besoin de faire le tour des banques vous-même, il s'en occupe. Deuxième avantage, il connaît les conditions tarifaires des banques, les petites subtilités et peut négocier à votre place. Et troisième atout, un accompagnement sur mesure très utile pour les primo-accédants ou les profils plus complexes comme les indépendants ou les auto-entrepreneurs. Mais évidemment, ça a un coût, les courtiers facturent en général au forfait entre 1000 et 2000 voire 3000 € selon les périodes, la complexité des dossiers et les montants empruntés. Avant de vous engager avec un courtier, comparez et demandez bien quels sont leurs frais et leurs partenaires bancaires. Pour ceux qui se posent la question, sachez que le courtier est rémunéré au succès uniquement de la même façon qu'un agent immobilier. Et quel que soit votre choix, comparez, négociez et anticipez les frais annexes. C'est comme ça qu'on obtient le meilleur financement possible. Et voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour du sujet. Dites-moi vous en commentaire quelles sont vos expériences et si vous avez des choses à ajouter. Et lâchez un pouce bleu si vous voulez me donner un petit coup de pouce et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ciao!